BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Après un ETF Bitcoin Spot, aurons-nous droit à un ETF Ethereum Spot? Certains prédisent son arrivée avec près de 70% de probabilité avant le mois de mai. Cependant, son approbation pourrait être compromise par la SEC. Et puis l'ONU dénonce l'utilisation du stablecoin USDT pour le blanchiment d'argent. On en parle dans quelques instants avec Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Et puis, on reprend les bonnes habitudes. Ça y est, c'est le retour d'Alexandre Stachenko et sa chronique mensuelle. Il nous a promis, je cite, du napalm. Bonjour Alexandre. Pas que moi le napalm, mais bonjour. Auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Mais d'abord, c'est le point marché avec Valentin Nico. Est-ce que Valentin est en ligne avec nous? Valentin, est-ce que vous nous entendez? Eh bien, Valentin n'est pas encore avec nous. On l'aura peut-être tout à l'heure. On va commencer donc avec cette chronique. Alexandre, donc vous m'avez dit il y aura un peu de napalm. J'espère que personne ne sera blessé à ne pas reproduire chez vous. Surtout qu'on a Valentin avec nous en plateau qui d'habitude préfère rester à distance. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud, Valentin. Si je donne les coulisses, pendant quelques secondes, Alexandre n'était pas là. Au début de l'émission, je me suis dit qu'on aurait peut-être une émission calme, mais mes espoirs se sont envolés. C'est la sécurité qui vous a bloqué à l'entrée. C'est exactement la sécurité. J'avais l'air d'un extrémiste, je pense. Bon, Alexandre, ça y est. Après plus de 10 ans d'attente, nous avons un ETF Bitcoin Spot approuvé par la SEC. Alors heureux? Habemus Coinam. Fumée blanche à Washington DC, effectivement. Le verdict est enfin connu de tous. Après 10 ans de caprice, la SEC a décidé, tenez-vous bien, de respecter la loi. Alors, rassurez-vous, elle ne l'a pas fait de son propre gré, comme dirait un certain film. Il a fallu attendre quand même qu'elle perde un procès, qu'elle perde l'appel en octobre, puis qu'elle repousse toutes les dates limites les unes après les autres, qu'elle aille jusqu'au bout du bout, pour finalement devoir respecter la loi. Mais alors, Alexandre, vous n'êtes pas un peu dur avec la SEC, qui, en tant que gendarme boursier américain, avait simplement peut-être envie de protéger les épargnants d'un produit méconnu? Alors c'est pas moi qui suis dur avec la SEC en réalité, c'est la SEC qui est dure avec elle-même. Parce que le jugement que je vous ai tenu en introduction, c'est simplement une version édulcorée de l'autocritique cinglante qu'a fait une des 5 personnes décisionnaires de l'institution. C'est la commissaire Hester Peirce. Je vais d'ailleurs la citer extensivement pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'un nouveau délire complotiste d'un bitcoiner extrémiste qui aurait trop bu, mais bien d'une réalité que j'avais d'ailleurs déjà dénoncée sur ce plateau en octobre. Hester Peirce, qui a effectivement publié une déclaration le 10 janvier, jour de l'approbation des ETF, et qui n'allait pas vraiment dans le même sens que celle du patron de la SEC, Gary Gensler. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, de ne pas aller dans le même sens, mais si on reprend ses mots à elle, elle dit, je cite, ce jour marque la fin d'une saga inutile, mais lourde de conséquences. Cette saga aurait probablement duré bien plus d'une décennie sans l'intervention des juges de Washington. Vous n'avez guère besoin d'être un avocat spécialisé en titres financiers pour remarquer la différence de traitement entre les demandes d'ETF Bitcoin et les nombreuses autres demandes qui ont été enregistrées et validées régulièrement cette dernière décennie. Jusqu'à ce qu'une cour de justice nous rappelle que notre rejet inexpliqué n'est pas à la hauteur d'un processus de décision raisonné standard, nous avons persisté à rejeter un Bitcoin Spot ETP. Nous avons gaspillé une décennie d'opportunités d'effectuer notre travail, nous avons refusé d'appliquer nos propres standards jusqu'à ce qu'un tribunal dénonce notre bluff. Fin de citation. Donc la déclaration au napalm, elle vient même pas de moi. On rappelle qu'on parle justement pas ici de Jean-Michel du PMU avec quelques rosés dans le nez qui hurlerait « nous sachons ». On parle d'une personne qui a été dans le cœur de l'appareil réglementaire décisionnaire relatif à ces ETF et qui plus est du côté du régulateur. Et cette personne nous dit que le processus de décision, il a été injuste, inexplicable, qu'il n'a pas respecté les standards, que c'était du bluff et qu'il aurait pu durer bien plus longtemps si la justice ne s'en était pas mêlée pour mettre fin à la mascarade. Effectivement, ce sont des déclarations importantes, mais certains vous diront que tout cela est derrière nous et qu'il faut aller de l'avant. Non, tout cela n'est pas derrière nous. J'en veux pour preuve que Gary Gensler persiste et signe, puisque dans l'illégalité, je dirais même, le jour même de l'approbation, dans sa déclaration, après avoir lui-même rappelé que
une cour de justice lui a donné tort, et 2, la SEC est mérite neutral, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas aux sous-jacents, elle n'a pas à exprimer d'opinion sur les sous-jacents, eh bien, il persiste et signe. Je disais donc en concluant par, je cite, « Bien que nous soyons mérite neutral », il le dit quand même, je noterai que les actifs sous-jacents des ETP adossés aux métaux précieux ont des utilités commerciales et industrielles, tandis que Bitcoin est principalement un actif financier spéculatif, volatile, également utilisé pour financer des activités illicites, incluant les rançongiciels, le blanchiment d'argent, l'évasion de sanctions, le financement du terrorisme. Bon, fin de citation. En plus d'être faux, on a connu plus neutre comme neutralité. Ce qu'il fait, c'est une sortie de route, hors de son mandat. Il émet une opinion qu'il n'a pas le droit de faire. Il rappelle l'interdiction lui-même dans le même texte. Donc c'est absolument fou. Les conséquences de ces dérives, elles sont graves. Et donc non, c'est pas derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Selon vous, le patron de la SEC devrait tout simplement démissionner? Soit démissionner, soit se faire démissionner, ça c'est pas à moi de décider. Mais oui, il n'a plus aucune légitimité à s'exprimer, il fait du mal à l'institution, il fait du mal aux Américains. Et encore une fois, je vais me protéger, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours la commissaire Hester Peirce, qui rappelle que l'approbation des ETF n'a pas annulé les dommages causés par ce traitement inéquitable des produits Bitcoin. Mais quels sont donc alors les dommages causés par la façon dont la SEC a traité les ETF Bitcoin? Alors, selon cette même commissaire, ils sont au nombre de 5. Premièrement, dit-elle, je cite, « Notre traitement capricieux et arbitraire continuera d'endommager notre réputation bien au-delà des cryptos. Et la confiance amoindrie de la part du public contribuera à entraver notre capacité à réguler les marchés de manière efficace. » Donc, 1. 2. Notre attention disproportionnée sur ces dossiers a détourné d'autres missions critiques des ressources humaines et financières limitées. Sur 10 ans, probablement des dizaines de millions de dollars sont allés vers le blocage de ces dossiers. Troisièmement, nos actions ont brouillé la compréhension des gens sur le rôle de la SEC. Le Congrès ne nous a pas autorisé à dire aux gens si un investissement est bon pour eux, mais nous avons abusé de procédures administratives pour empêcher le public d'avoir accès à des investissements que nous n'aimions pas. Quatrièmement, en ne respectant pas nos standards et nos processus, nous avons nous-mêmes créé une frénésie artificielle autour d'eux. Si ces produits étaient arrivés sur le marché de la même façon que les autres produits, nous aurions évité cette atmosphère de cirque dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et enfin, cinquièmement, nous avons exclu une génération d'innovateurs de notre secteur. Notre approche déraisonnable a démontré que les préjugés réglementaires à l'encontre de nouveaux produits et services peuvent nous amener à contourner la loi et à retarder de manière déraisonnable les lancements de produits. Bon, récapitulons. Selon certains, il y a une réputation ternie, une régulation moins efficace, de l'argent jeté par la fenêtre, par dizaines de millions, une défiance envers les institutions et l'autorité publique en général, la création de bulles, de frénésie artificielle, un retard industriel et économique et un contournement de la loi. C'est dense, Alexandre. Oui, c'est très dense comme package, mais la commissaire, elle rappelle de son côté qu'elle n'exprime pas d'opinion sur Bitcoin. En fait, elle n'a pas exprimé d'opinion sur Bitcoin et de toute façon, son opinion en tant que régulateur n'a aucun sens pour les marchés. Elle se réjouit simplement que les Américains ont accès et peuvent exprimer eux-mêmes leur opinion sur ces produits-là. Et qu'en est-il? Donc les Américains peuvent décider et les Européens alors dans ce cas? Ça dépend. Chez nos voisins suisses, la bataille est en cours. L'équivalent de la SEC, la FINMA, est aussi actuellement en procès pour traitement inéquitable des acteurs crypto. Décision unilatérale, contournement des procédures habituelles d'application des règles, consultation fictive, introduction sans justification de règles inapplicables et coûteuses qui sont exclusivement sur les cryptos. Et maintenant que l'industrie crypto suisse fait un procès à la FINMA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue le même jeu que la SEC, retarder les réunions, demander des délais, dire qu'elle est surchargée de travail, etc. etc. Et évidemment, au dernier moment, à chaque fois, se conformer aux demandes de l'industrie afin de ne pas être jugé hors la loi. Une première bataille a été gagnée il y a quelques mois, mais le procès continue et on souhaite du courage à Alexis Roussel qui mène la bataille en Suisse. Et en ce qui concerne la France, Alexandre, la bataille est perdue? Ah non, pour la France, la bataille n'est pas perdue. Il n'y a pas de bataille, c'est complètement différent. Et oui, comment voulez-vous avoir une industrie en mesure de faire un procès ou un bras de fer avec le régulateur lorsque ce régulateur est d'une part capturé par le concurrent et d'autre part que ce concurrent est un cartel qui a le droit de vie ou de mort sur les entreprises via le monopole du compte bancaire? C'est simple, on ne peut pas. Et oui, on ne peut pas perdre un procès s'il n'y a pas de plaignant. En réalité, le plaignant, à défaut de l'industrie crypto, il devrait être l'État français puisqu'il perd en souveraineté, en compétitivité, en emploi et en influence. Mais il ne peut plus se plaindre. Le secteur bancaire est devenu trop gros, trop concentré, trop systémique. Si l'État essaye de sévir, le chantage à l'emploi reprendra de plus belle. De manière générale,
c'est une tendance de fond que je dénonçais déjà en octobre et que je dénonce à nouveau ici. Le politique a abdiqué le contrôle de l'action et des mandats des gendarmes boursiers. Ces autorités indépendantes ont largement outrepassé leurs fonctions dans la plupart de ces pays, profitant de 3 phénomènes simultanés: la complexification, qui fait peur aux politiques et l'empêche de contrôler, la faiblesse et la couardise de ces mêmes politiques qui ne peuvent pas prendre le risque de s'opposer à plus de régulation sans perdre des voix, et 3, la concentration, qui aboutit à la capture du régulateur, à l'impunité et parfois au chantage. Donc si le droit l'a emporté aux États-Unis et qu'en Suisse la bataille est lancée, il faut espérer qu'en France les choses changent rapidement, et j'invite une fois de plus les journalistes à enquêter là-dessus, ce serait d'utilité publique. Alexandre Stachenko, comment allez-vous, Valentin? Une réaction? Je suis très content de retrouver Alexandre dans ce plateau. C'est toujours excellente année, Valentin. Excellente année, mon cher Alexandre. J'ai toujours envie de partir et de ne pas revenir dans l'industrie, de ne pas revenir en France, de ne pas revenir dans le monde, de partir avec Elon Musk sur Mars quand je partage ce plateau. Mais j'ai toujours très peur que Alexandre, ça finisse mal pour lui. Mais j'espère qu'il porte un gilet pare-balles. Exactement. Tous les jours. À ce point. Tous les jours. Non, mais effectivement, je sais que c'est des positions qui sont toujours compliquées et intéressantes à défendre. Les choses bougent, Alexandre. Les choses bougent, ça bouge toujours. Mais Alexandre, c'est un vieux de la vieille dans l'industrie de la crypto. Alors vous savez, il est toujours un peu biaisé, il est toujours un peu négatif. Non. Quand on a, j'ai l'impression que plus on a d'ancienneté, plus on est négatif. J'espère dire que plus on vieillit, plus on devient conservateur, c'est ça? Non, c'est un point intéressant qu'il fait. Est-ce que c'est une question de lenteur ou est-ce que c'est une question systémique de blocage? Il suffit de prendre un peu de recul quand on regarde l'industrie fintech en France. On est le prix du mégaoctet le moins cher d'Europe, on a les plus grandes banques européennes, on a inventé la carte à puce, on a des très bons services internet. C'est bizarre, dans les fintech, on est derrière la Roumanie au classement. Et les 2 seules licornes qui ont pu émerger, c'est celles qui n'ont pas besoin d'avoir accès aux données bancaires. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de DSP3, 15 ans après la DSP1. Et dans la DSP3, on parle de obliger les banques à rendre les API fonctionnelles. Donc oui, on peut dire, oh là là, Alexandre, il est juste pas patient. Mais c'est sûr que quand vous avez une industrie qui ne peut pas se développer pendant 15 ans, le résultat, c'est que les Français ils sont chez Square et Robinhood, ils ne sont pas chez les fintech françaises. Donc on peut dire, Alexandre, calme-toi, ça va s'arranger, ça va rentrer dans le rang. Mais ma prédiction depuis des années, c'est que le marché mature en France des cryptos, ce sera des filiales de groupes étrangers et des banques françaises. Mais les fintech locales vont avoir beaucoup de mal à émerger, il y en aura peut-être quelques-unes, mais elles auront du mal à concurrencer la compétition. On dit souvent qu'en France, en Europe, on a raté le virage du Web 2. Alexandre, est-ce qu'on est en train de rater celui du Web 3? Parce qu'il y a quand même des choses positives, il y a quand même des choses qui bougent, comme l'a dit Valentin, on pourra préciser tout à l'heure. Pour vous, il y a quand même rien qui avance. Il n'y a pas rien qui avance. Est-ce qu'on a perdu trop de retard déjà en France niveau Web3? On peut toujours, en politique ou en économie, de toute façon, si on se rend compte de quelque chose, on peut essayer de faire en sorte que ça change. Il y a certaines choses qui sont mauvaises, qui sont terribles. Je parlais de l'autoconservation en Europe. Maintenant, c'est déjà voté que ça va être quasiment impossible dès que MiCA sera en vigueur de faire de l'autoconservation. Je trouve que c'est terrible d'un point de vue des droits fondamentaux. Je pense que le sujet Bitcoin est politique, donc beaucoup de gens ne veulent pas se positionner dessus et qu'on sera condamné à faire comme sur beaucoup d'autres sujets une forme de on regarde ce que les autres font et on verra après. On a fait la même chose sur l'IA par exemple. Ça ne veut pas dire que tout est perdu et qu'il faut arrêter, mais si on est lucide 30 secondes, les boîtes crypto qui arrivent à émerger en France, c'est celles qui dérangent pas trop. Donc tout ce qui est infrastructure, plateforme d'échange, minage, etc., vous n'avez pas grand-chose malheureusement parce que ces gens-là, quand ils se font fermer leur compte bancaire 10 fois, qu'ils ne peuvent pas opérer, que personne les soutient, etc., malheureusement, vous retrouvez effectivement beaucoup de Français dans les boîtes étrangères qui marchent bien, mais assez peu de boîtes françaises qui marchent sur les créneaux stratégiques. Parce qu'on peut faire 18 brokers, c'est sûr, mais ils se fourniront tous chez le même fournisseur de liquidité. Donc si vous bloquez le fournisseur de liquidité, c'est terminé. Alexandre, vous êtes tous les deux au bord de la DAN, en tout cas. Non, je ne suis plus une personne morale. Donc, non, vous n'y êtes plus. Mais par contre, vous avez participé à la création de moralité. Voilà. J'ai plus de moralité, exactement. Mais oui. Et Valentin a une moralité maintenant. Exactement. Avant, il n'en avait pas. J'ai récupéré la sienne. C'est une passation très, très précise. Belle passation. Voilà. Valentin au bord de la DAN, notamment à l'association qui représente les acteurs du Web3 en France et en Europe. Il y a quand même un travail qui est fait, notamment, est-ce que, en ce qui concerne le minage et les plateformes d'échange, Valentin, ça bouge quand même en France? Il y a des choses qui avancent pour que ces acteurs puissent se développer dans notre pays? Non, effectivement, ça fait partie des sujets les plus compliqués, mais je tiens quand même à préciser le choix de certaines entités bancaires. On pense très vite à Delubac quand on pense à ça, qui est une banque indépendante qui est très connue dans l'écosystème des cryptos, puisque effectivement on en parlait très rapidement hier. Toutes les banques traditionnelles ont fermé quand ils ont appris que leurs clients avaient des cryptos, les comptes bancaires des clients. Delubac s'est positionné contre cet écosystème et a pris une position assez forte. Et aujourd'hui, l'une des banques Web3 crypto, on les salue, heureusement qu'ils sont là, ils le font très bien. Et ça, effectivement, il y a 5 ans, on n'avait pas ça. Et c'est vrai, par contre, celle où je rejoins Alexandre, c'est que
Mais c'est le cas partout. Je pense que tu l'as vu également à KPMG. C'est que c'est propre à des initiatives personnelles de gens qui ont effectivement compris un nouveau système, qui ont envie d'un nouveau souffle et qui impulsent ça à l'ensemble de l'équipe. Et c'est pas une réflexion encore trop globale des conseils d'administration qui vont prendre position et qui vont faire des investissements stratégiques. C'est encore assez timide de ce point de vue-là. Mais cette timidité, si on la compare à des pays comme les États-Unis, on en parlait la semaine dernière. Je reviens du CES de Las Vegas. Il y a une bonne partie du CES de Las Vegas, excusez-moi, c'est le Futuroscope. Donc, non, mais c'est généralisé. Donc c'est pas propre que à la France, nous sommes bien d'accord. Il y a certaines belles innovations, mais en même temps, c'est un salon qui a lieu tous les ans, donc on ne peut pas avoir des innovations stratégiques tous les ans. C'est des temps un peu longs. Moi, je pense que effectivement, les choses ont été mises en place et la réglementation, on n'aime pas, mais elle permet d'avoir ce cadre clair. Et je sais qu'on se rejoint sur ce point-là. Et pour le coup, la France n'est pas absurde. Maintenant, c'est ce que je dis souvent, on n'a pas été trop mauvais pendant 3 à 5 ans. Le but, c'est pas d'être bon pendant les 3 à 5 ans ou pas trop mauvais, c'est d'être le meilleur pendant 30 ans. Effectivement, on peut avoir des doutes sur les promesses qui seraient issues des derniers mois de discussion avec les pouvoirs publics. Voyons où ça nous mène. Mais je trouve que le terreau est pas trop mal fait, qu'il est plutôt fertile. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des points sur lesquels nous sommes en retard sur d'autres pays. Mais je pense que c'est sociétal, nous sommes bien d'accord, et que ça peut bouger assez vite. C'était le renouveau de ce qu'on attendait un petit peu avec l'écosystème du Web3. Et il y a certaines boîtes qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que c'est des secteurs un petit peu particuliers, ceux dont tu parles là, Alexandre. Le minage, c'est vrai, salut Sébastien Gouspiou, que vous recevez assez souvent sur ce plateau, qui a toujours eu du mal à expliquer, mais il le fait très bien ailleurs. Et c'est ça aussi la capacité à bouger et la mondialisation, comme on l'appelle. Très bien ailleurs, alors même que certaines boîtes françaises ont pris des positions politiques quand ce serait le Bitcoin et l'électricité serait leur seule synergie avec le monde crypto, ce qui est un peu dommage. Et le Web3 va changer le monde. En tout cas, Valentin Demey partout veut changer le monde. C'est ce qui a marqué sur son pull. Vous avez des bons yeux, mon cher. Voilà, absolument. Pour ceux qui nous suivent en télé, on va retourner à l'échelle globale mondiale. C'est sorti, il y a une étude, un document qui est sorti en tout cas ce lundi. C'est l'ONU qui dénonce l'utilisation de l'USDT, donc qui est un stablecoin, pour le blanchiment d'argent. Que se passe-t-il, Valentin ? Et alors, qu'est-ce que vous auriez répondu à ça, mon cher Alexandre ? Foutaise. Non, je le relance, je l'ai. Non, mais il faut quand même noter l'hypocrisie. On n'a pas le temps pour une double chronique. Certaines branches de l'ONU acceptent quand même les dons en USDT, donc bon, c'est... Non, alors effectivement... Pardon, Alexandre, vous avez dit quoi ? Certaines branches de l'ONU acceptent les dons en USDT, donc c'est marrant de voir le décalage. Voilà. L'USDT, on le connaît assez bien sur ce plateau puisqu'on en parle suffisamment. C'est ce fameux stablecoin qui suit le cours du dollar et qui est donc un stablecoin qui représente à peu près 80-90 milliards de dollars de valorisation aujourd'hui. Et effectivement, un rapport de l'ONU de début de semaine pointe de nouveau du doigt quelque chose pour lequel l'écosystème crypto est pour le coup très, très connu parmi ses détracteurs, même si, on le verra, c'est pas forcément la réalité. C'est donc de blanchir de l'argent et surtout qu'il y a une recrudescence de blanchiment d'argent ou d'escroquerie dans l'Asie, plutôt en Asie pour le coup. Et c'est ce que pointe ce rapport de l'ONU qui nous dit que entre septembre 2022 et septembre 2023, 17 milliards de dollars d'USDT ont servi à des activités illicites, mais qui rappellent dans le même temps, ou en tout cas pour ceux qui veulent chercher, regarderont un peu plus profondément, que effectivement l'USDT c'est centralisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son émetteur Tether, qui est une entreprise américaine, tiens donc, permet de geler les fonds. Et ils ont gelé 1200 adresses ces dernières années. Ça veut dire que si on repère qu'il y a une activité illicite et que une autorité demande à geler les fonds, en l'occurrence il n'y a pas si longtemps que ça c'était une autorité singapourienne, on peut bloquer vos USDT, ils ne valent plus rien. À l'inverse du Bitcoin où effectivement personne ne peut intervenir sur le protocole. Ça devrait leur plaire pour le rendre à zéro. Oui, exactement. Mais du coup c'est comme ça qu'ils arrivent à faire les comptes et à dire qu'ils il y avait 17 milliards de dollars qui servaient à blanchir de l'argent. Ce qu'il faut préciser, c'est ce que je disais du coup en introduction, c'est que d'un côté, on peut tracer, et c'est la réponse à beaucoup de gens qui disent que c'est anonyme, et on répond souvent c'est pseudonyme, et encore pseudonyme, ça ne convient pas à beaucoup, mais en tout cas, on peut tracer les flux dans l'écosystème blockchain et la crypto. Donc, on a gelé beaucoup d'adresses, et donc on sait comment ça représente, d'après Chain Analysis, donc encore une fois, cette grande entreprise américaine, américaine, bien, qui a été financée par les autorités locales en Amérique. Citer son concurrent elliptique qui est américain, je crois aussi. On répétera la prochaine fois. On a Square en France, mais au Luxembourg. Pierre est français. Merci, qui est effectivement français, qui est très intéressant et qui fait à peu près la même chose. Mais en tout cas, ce dont on a la certitude, c'est que d'après le rapport, ça représente 0,15%
toutes les transactions qui sont illicites, qui servent à blanchir de l'argent ou à faire d'autres activités pas très orthodoxes, alors que nous disait il y a quelques années, puisque c'est un rapport en tout cas que j'ai sous les yeux qui date de 2009, donc c'est pas très récent. Américain, mais, 2009, non pardon. Et qui effectivement nous montre que voilà, il y a 2000 milliards de dollars de monnaie fiduciaire qui servent chaque année à blanchir de l'argent, à faire des activités illicites. Ça représente 2,3 à 5,5 PIB mondial. C'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur ni même les mêmes données, mais ça donne une indication quand même qu'on ne cherchait pas au bon endroit. C'était votre chronique de la fois dernière d'ailleurs. Ça. Il me semble, oui, je crois. Donc là, ça veut dire qu'après, on parlera prochain passage d'Alexandre, on parlera de la SEC dans un mois. On verra. Les sujets Peut-être qu'il y aura eu une démission. Non, mais par contre, dans le sujet, pour faire une connexion avec mon sujet, je parlais de la FINMA en Suisse. C'est assez drôle parce que, par exemple, ce qu'est la FINMA, Alexandre. Pardon. La FINMA, c'est l'autorité des marchés financiers suisses. Donc c'est eux, qui s'est organisé un peu de manière différente, mais je rentre pas dans le détail. Mais en gros, c'est l'AMF, pour faire très simple. Et en gros, leur procès contre l'industrie crypto, une part de pourquoi l'industrie fait procès, c'est qu'ils ont fait un risk assessment, donc une évaluation de risque nationale en 2018, pour savoir s'il y avait du blanchiment dans la crypto. Le rapport commence par la phrase suivante: nous n'avons trouvé aucun cas de financement de terrorisme en Suisse. La suite, c'est du coup, par nature, nous considérons les cryptos comme étant au risque. Et c'est ce qui fait que tous les acteurs crypto suisses doivent appliquer des choses que les autres acteurs n'appliquent que si vous envoyez en gros un virement de 100 000 $ en Russie. Si vous envoyez un virement de 100 000 $ en Russie, effectivement, n'importe quel établissement financier vous met en haut risque et regarde ce que vous faites. Par nature, les cryptos sont considérés comme équivalentes à ce genre de mouvement d'argent. On a rajouté des limites qui ne trouvent même pas sur le cash en Suisse, et elle l'a fait de manière unilatérale dans un rapport qui commence par « on n'a trouvé aucun exemple ». C'est quand même formidable. Donc là, c'est pareil. En fait, si on creuse, on peut creuser, comme le disait Esther Pierce, si on met des dizaines de millions de dollars à regarder s'il y a de l'activité illicite, on va trouver quelque chose. Mais effectivement, si en proportion c'est 0,10 ou 0,15% par rapport à 2 à 5%, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ça n'a pas de sens. Bon, et pour finir, promis, on ne reparle pas de l'ETF Bitcoin Spot, mais rapidement quand même, l'ETF Ethereum Spot. Son approbation pourrait être compromise par la SEC. Bon, certains disent qu'il y a 70% de chances qu'on en ait un d'ici le mois de mai. Valentin, certains sont positifs, optimistes par rapport à ça, mais vous nous dites que c'est pas gagné. Alors, c'est pas moi qui le dis, effectivement, c'est plusieurs analystes qui s'interrogent sur la capacité de lister un Ethereum ETF Spot. Donc ça va nous tenir 6 mois, ça encore, parce que ça nous tient depuis juin dernier pour Bitcoin. J'ai eu peur que ce soit repoussé à mars déjà, le Bitcoin. Ouais, et là, je me suis dit, mais c'est bien, c'est notre fil rouge. C'est notre fil rouge, il faut bien tenir l'actualité. Heureusement qu'on a Alexandre qui vient sortir un peu. Il faudrait qu'il y en ait plus souvent si c'est vite listé cet ETF. Mais il y a une vraie question. Donc c'est Larry Fink qui de nouveau a remis les pieds dans le plat, qui est le PDG de BlackRock, qui nous disait son intérêt qui est américain, Canada, qui nous disait son intérêt pour l'ETF Bitcoin, pour l'ETF Ethereum Spot. On va y arriver, on a été trop habitués, c'est raccourci de langage. Là, il y a une thématique très intéressante pour lui qui est tout ce qui touche à la tokenisation. Donc ça, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau. Donc tout ce qui est tokenisation d'actifs réels, tout ce qui est tokenisation. Et pour lui, tout va être tokenisé. Voilà, effectivement, c'est la suite. C'est comme la même révolution que les ETF il y a quelques années qui devrait arriver dans les prochaines années. Donc ils misent beaucoup dessus. Et donc ils misent beaucoup sur Ethereum qui permet de faire une grande partie de cette tokenisation, cet ordinateur mondial décentralisé, si on veut faire très simple pour Ethereum. Mais on en parle suffisamment sur ce plateau. La vraie question, c'est plutôt la nature d'Ethereum. Autant sur Bitcoin, tout le monde était d'accord pour la qualification de Bitcoin en matière première. Donc on a pu faire un listing sans trop de problème, mis à part ce qui a été annoncé par Alexandre tout à l'heure. Commodities ou securities. Et là, le débat est ouvert pour Ethereum. C'est toujours le même problème, c'est savoir effectivement dans quelle catégorie on est. Est-ce que c'est plutôt une valeur mobilière ou est-ce que c'est plutôt une commodities? Et là, le débat reste ouvert, on ne sait toujours pas. Et c'est ça qui pourrait poser problème si jamais elle est qualifiée d'un côté ou de l'autre. Si elle est qualifiée comme Bitcoin, alors ça devrait résoudre cette partie du problème. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Par contre, si elle est qualifiée comme valeur mobilière, comme securities, alors là, ça sera plus compliqué de faire un ETF Ethereum très prochainement. Un indice, il y a quelques années, je crois, c'était justement Gary Gensler qui avait dit qu'il y avait Bitcoin, c'était une commodity. Dans le reste, Ethereum était suffisamment décentralisé pour que le débat ait lieu. Commentaire qu'il ne faisait pas sur toutes les autres. Donc en fait, Ethereum est vraiment sur le fil du rasoir.
il essaye de sous-entendre que c'est quand même par nature une security, mais que ça atteint un niveau de décentralisation qui fait son irruption dans la régulation. C'est un nouveau concept. C'était quand ça? C'était il y a plusieurs années, je crois. Et est-ce que le passage de Ethereum au Proof of Stake peut remettre en question ça? Je ne sais pas. Oui. C'est possible, parce qu'il y a cette espérance financière qui est dans le test Howey, etc. Eh bien, on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Alexandre Stachenko, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Valentin Demey, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain. On sera avec les équipes notamment de Ledger Cathay et Flodes qui ont quelque chose de positif à nous annoncer. Bonne journée, bonne soirée. À demain, à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.